Et je vais essayer rapidement de poser une réponse à la question « Que fait la police ?» Donc, par rapport au panorama, je vais reprendre les grands sujets qui avaient été traités, qui ont été traités auparavant, et on va essayer de dérouler quelques affaires qui ont marqué l'année 2017. Donc, contrainte en plus particulière, je ne vais pas pouvoir commenter des affaires qui sont en cours. Donc, ce sera 100% de sources ouvertes. Commençons par quelque chose qui a été assez impactant au début de l'été, Alphabet. Alors un petit retour rapide parce que des fois tout le monde a entendu parler d'Alphabet, mais on n'a pas forcément une idée de ce que ça représentait réellement. Suite aux investigations qui ont eu lieu, il a été estimé qu'Alphabet a fait environ 1 milliard de dollars en Bitcoin. Sur les 2 dernières années, il y avait plus de 200 000 utilisateurs, 40 000 vendeurs sur une seule marketplace. Alphabet, c'est plus de 360 000 produits, dont une grosse partie de drogue, 250 000 références. Pour ceux qui ont connu Silk Road, pour comparaison, Silk Road, c'était 14 000 références de produits. Ça vous donne une idée de l'ampleur de cette marketplace. Donc, tout le monde a entendu parler du takedown d'Alphabet, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Et je vais vous en parler. On va commencer par légèrement en avant. Le 20 juin, il n'y a pas eu de publicité faite autour de ça, on a ce qu'on appelle un takeover de la marketplace Hamza. Donc là, c'est une opération faite par la police néerlandaise et l'Allemagne. Ils ont réussi à identifier les administrateurs du site Hamza. Ils les ont arrêtés, et pendant ce temps-là, vu qu'ils avaient aussi identifié l'emplacement des serveurs, ils ont fait un transfert des serveurs depuis la Lituanie, avec une collaboration des autorités locales, vers les Pays-Bas, et ils ont décidé de faire tourner les serveurs en les monitorant. Gardez cette date en tête. Nous sommes le 20 juin. Le 4 juillet, le FBI, toujours au sein de l'opération Bayonette, avec la coopération d'Europol et d'une dizaine de pays, va faire tomber Alphabet. Donc là, c'est simple, ils font tomber Alphabet, et le site est out, les serveurs sont saisis, et l'identité du fondateur présumé est divulguée, donc Alexandre Cazès. Donc voilà, il ne se cachait pas vraiment, il était développeur, sauf erreur. Donc là, ça paye bien. Et donc, suite aux investigations, voilà ce qui est tombé. Donc, ce monsieur, sur le pourcentage qu'il prenait sur les différentes transactions, hein, en fait, les différents administrateurs se servaient sur les échanges qui avaient lieu sur Alphabet. Donc, on a estimé que lui avait 23 millions de dollars en Bitcoin, hein, plusieurs voitures de luxe dont on en a vu une là, 4 maisons en Thaïlande, il venait d'acheter une villa à Chypre et une autre maison sur l'île Antigua. Alors, Chypre, c'est pas innocent parce qu'il sentait que le piège se refermait sur lui, il avait commencé à nettoyer un peu son profil internet. Et en fait, pourquoi Chypre? Parce que contre un certain montant de monnaie, on peut obtenir la nationalité chypriote. Et on n'extrate pas de Chypre vers les États-Unis, alors que la Thaïlande le fait. Donc, le 20 juillet, nous avons le takedown d'Hamza. Donc, le même écran. Donc, on se rappelle, ça fait en gros, depuis le 20 juin, Hamza tourne sous contrôle de la police néerlandaise. Le 4 juillet, Alphabet tombe. Qu'est-ce qui se passe? Tous les clients d'Alphabet font « Oula, problème, direction Hamza, on s'enregistre, nouveau compte, nouveau login, nouveau mot de passe, nouvelle adresse IP, et ainsi de suite. » Donc voilà, ça a permis de faire 10 000 dossiers qui ont été distribués par Europol aux différents acteurs, aux différents pays européens, et tout de suite, la police néerlandaise a arrêté les plus gros vendeurs qu'ils avaient identifiés sur Hamza. Donc ça, c'est pour la partie Darknet. Les botnets. Donc les botnets, on en a parlé aussi, et le retour de Mirai. Donc Mirai, à son fin 2017, c'est 100 000 IoT compromis. C'est un réseau qui a été responsable de plusieurs attaques de DDoS. Alors après, on va en discuter un petit peu. À la fin de l'année, d'abord un journaliste va sortir l'identité présumée de Hannah Sampai, le fondateur de Mirai, ce qui sera confirmé par l'arrestation de ce dernier peu de temps après, et de ses 2 complices. Donc il faut savoir que nos amis
Parasja et Joseph White, justement, le truc intéressant, c'est qu'ils travaillent dans une société dont le but commercial est de mitiger les attaques par DDoS. Donc il fabrique les armes que lui combat de façon légale. Les raisons sont un peu floues sur le pourquoi du comment et ainsi de suite. Néanmoins, ils ont plaidé coupables. Ils ont plaidé coupables pour la conception de Mirai, mais par contre n'ont pas reconnu les attaques. À partir du moment où il a publié le code source, les attaques étaient dures à attribuer. Donc néanmoins, pour l'instant on en est à là, il risque 5 ans de prison et 250 000 $ d'amende. Andromeda Gamaru, alors un peu moins connu, pourtant actif depuis 2011. Il a distribué quelques malwares comme Dridex, Gamapos. On a fini par identifier quand même 1200 noms de domaines qui étaient contrôlés par le réseau, plusieurs serveurs, enfin vraiment un réseau qui était dans l'ombre et qui était bien répandu, hein, quand même 223 pays. Ça c'est simplement en monitorant le réseau. Donc la police a identifié 223 pays dans lesquels le réseau intervenait en le monitorant. Et donc il a, lors de sa vie, depuis 2011, diffusé à peu près 80 familles de logiciels malfaisants. Donc ça, le suspect, Ares, en fait était directeur d'une technique dans une chaîne de télévision russe. Biélorusse, pardon, oula, un peu tout mélangé, hein. L'ex-URSS est fini. Donc Biélorusse. Pareil, en gros, hein, vu que vous dites bien que c'est des réseaux de botnets, c'est pas un seul pays, donc encore une fois, collaboration entre la Biélorussie, les États-Unis, l'Allemagne et Europol qui a servi de hub central au milieu de tout ça. En fait, cette opération a été possible grâce à une opération précédente dont on a peut-être entendu parler, qui était l'opération Avalanche. Donc c'est les données qui ont été tirées d'une précédente opération qui ont permis de découler sur une nouvelle opération. Les ransomware. Alors là, je vais vous passer une petite vidéo, si elle démarre. Ouais, super. Donc, opération Bakiova. Alors là, nous sommes en décembre 2017. Là, on peut le voir, ça se passe en Roumanie, malgré les sigles de la police néerlandaise, d'Europol et ainsi de suite. Donc encore opération internationale qui a mis en jeu les États-Unis, la Roumanie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Il y a eu 6 perquisitions, dont la première qui est à l'écran. 5 suspects ont été arrêtés. Donc en fait, là, nous avons affaire de nouveau à un groupe qui distribue du ransomware, donc Cerber et CTB-Locker pour les connaisseurs. Malgré les installations qui sont somme toute simples, il devait faire un peu de minage aussi. Ils ont estimé que, via leur réseau, ils ont généré 6,9 millions de $ pour Cerber et pas loin de 27 millions de $ pour CTB-Locker. Je vous laisse profiter de la fin de la vidéo. Donc, grand fan aussi de cartes SIM. Voilà. Donc voilà, une opération sur les distributeurs de ransomware. Alors, dans le cas de ransomware, on peut avoir un cas dont on a déjà cité en éloge, entre guillemets, même si c'était fortuit ou pas, on ne sait pas. Donc le cas de MalwareTech, qui est connu pour avoir stoppé WannaCry, ou pas. Et en se rendant à la DEF CON, ils ont malheureusement été rattrapés par la patrouille et accusés d'avoir participé au développement d'un malware bancaire à l'époque. Donc on revient un petit peu en arrière, mais le problème c'est que Internet a de la mémoire. Et surtout, le takedown de l'alphabet et l'utilisation des données récupérées auraient permis d'appuyer cette accusation. Alors depuis, le cas n'est toujours pas tranché, et Marcus Hutchins est résident forcé aux États-Unis, où il a réussi à reprendre son activité en partie. Il est de nouveau de retour sur la toile, il continue son travail, mais il est toujours en balance sur le fait est-ce qu'il a participé ou pas à la création d'un ransomware, lui. Donc les cas ambivalents. Et maintenant, les phishing. Le phishing. Ah bah là, franco-français pour une fois. Donc là, vous avez peut-être entendu parler, c'est un phishing qui a eu lieu sur à l'encontre de particuliers et qui utilisait un site de vente en ligne qui était Cdiscount.
Donc classiquement, les 7 suspects, ce qu'ils faisaient, c'est que suite à un phishing classique, ils récupéraient les comptes des usagers, et quand la commande leur plaisait, ils se connectaient à leur place et ils changeaient simplement la livraison. Donc ils récupéraient la commande des usagers. Classique, facile, et ça a bien rapporté, puisque près de 350 000 € de préjudice. Près de 500 victimes en France. Autre cas qui a été traité par le CELSETIC, on revient toujours en connexion avec le sujet précédent, sur une demande de rançon suite à un hack. Une société financière britannique qui s'est signalée auprès de la police britannique, comme quoi elle était victime d'une tentative d'extorsion pour 500 000 €. Donc le sujet a été traité en parallèle avec les autorités françaises, et l'auteur a été identifié. Donc il aurait agi avec quelques complices, mais principalement il y avait un meneur et quelques suiveurs. Donc lui a été mis en examen et les autres ont été mis en contrôle en attendant une convocation au tribunal. Et c'est toujours en cours. Ah, je ne sais pas si vous avez... voilà, je ne pouvais pas ne pas passer sous silence notre ami Oxymonster. Alors lui, assez fort, donc... une belle barbe, il se rendait donc au concours de la plus belle barbe du monde, il était classé au niveau européen et ainsi de suite, donc il avait un vrai passif de compétiteur dans les concours de barbe. Seul problème, c'est qu'arrivé lors de son escale aux États-Unis, il a été arrêté par la DEA, qui lui reproche d'être un des administrateurs du site du dark web Dream Market, et donc et aussi un des plus importants dealers du net. Sa femme étant laissée en liberté, elle rentre en France et l'office est donc sollicité pour une coopération et va déléguer ça à la DRPJ de Rennes qui va perquisitionner le domicile et va retrouver 500 000, va retrouver de l'argent liquide et des stupéfiants, lui ayant laissé sur son portable avec lui aux États-Unis ses 500 000 $ en bitcoins. Il faut savoir que ce monsieur était très bien connu dans son petit village, habitait une maison classique et roulait en Twingo. Voilà, et donc rien qui pouvait, comme nos amis roumains tout à l'heure, dans un appartement normal, rien qui pouvait laisser croire qu'il générait un chiffre d'affaires important. Oups, pardon. En conclusion, comme tout le monde, on s'adapte. Donc la criminalité étant de plus en plus internationale, la police renforce la coopération internationale. On utilise les agences qui sont prévues dans cette comme hub de coopération, d'échange, de centralisation, d'analyse. Et il n'y a plus de zone de non-droit comme on pourrait laisser croire par moment où on dit oui, le darknet, personne, c'est une zone de non-droit, c'est le Far West. Eh ben non, on est partout. Si j'avais osé paraphraser un certain groupe... nous sommes partout, ne n'oublions pas, et ainsi de suite. Je vous laisse la fin, elle est connue. Voilà.